Le 30 juillet 2020 s'est tenue par visioconférence la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, une réunion de haut niveau consacrée exclusivement à la réforme de l'institution. Pour parler des principales recommandations de ce sommet, je reçois le docteur Jacob Kocho, chef de service au niveau de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Mais écoutez, complément d'information, c'est avec vous et ça commence maintenant. Madame et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information. Avec moi pour parler de la réforme de la CEAC, le docteur Jacob Kocho, chef de service, commerce, douane et industrie au niveau de la CEAC. Une fois de plus, bienvenue, docteur. Je vous remercie. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Avant d'en venir à la réforme à proprement dite, on a pu observer lors de cette conférence des chefs d'État le passage de témoin entre le président gabonais et son homologue congolais à la tête de la CEAC. Quel bilan peut-on faire donc de la gestion de cette réforme par le Gabon? Écoutez, de manière générale, le bilan est extrêmement positif parce que au moment où le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo, prenait les rênes de la CEAC en 2015, la principale mission qu'il avait dans son cahier de charge, c'était de conduire la réforme institutionnelle de la CEAC. Et au moment où se tenait le sommet ordinaire du 30 juillet dernier, le bilan de la réforme peut être qualifié comme étant de très positif. D'accord. Pour la simple raison que la réforme visait deux principaux objectifs. Moderniser le cadre institutionnel de la communauté, d'une part, et également moderniser l'instrumentarium juridique, les textes juridiques de la communauté. Et donc, sur ces deux fronts, on a réalisé beaucoup de choses positives. On pourra en parler au cours de votre émission. Aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville qui prend donc la tête de l'institution. Quels sont les enjeux de Brazzaville à la tête de la CEAC? Mais les enjeux de la présidence congolaise vont être déterminés par le président de la République du Congo. C'est lui qui en est le président, qui va décliner sa feuille de route. Mais de manière générale, aujourd'hui, la communauté est à un moment crucial de son histoire. Oui. Nous sommes en train d'opérer une mutation institutionnelle. Il faut la consolider et la mettre en place, l'asseoir. Le secrétariat général de la CEAC devient une commission. Il faut mettre en place des mécanismes de fonctionnement de la commission. Il faut mettre en œuvre de manière effective et efficace le mécanisme de financement de la communauté. Vous savez qu'une des contraintes que le secrétariat général a eues pour son déploiement, c'était la difficulté de mobiliser les ressources financières pour la réalisation des activités. Donc, avec la Commission, on sent une volonté, un élan. Mais en plus de la volonté, docteur Kocho, qu'est-ce qui va concrètement changer que l'on passe du secrétariat général de la CEAC à une commission maintenant aujourd'hui? Bien, plusieurs choses. D'accord. Premièrement, la structure de l'organe exécutif va être modifiée. Jusque-là, on avait au sein du secrétariat général le secrétaire général, autant pour moi, avec 4 adjoints qui étaient des chefs de département. Un département en charge de l'administration, des finances, des projets et des programmes. Un département en charge de l'intégration économique, monétaire et physique. Un département en charge des questions de paix et sécurité et un département en charge de l'intégration socio-culturelle. Aujourd'hui, on a plutôt 5 départements opérationnels, un secrétariat administratif qui est chargé de gérer toute l'intendance, y compris les affaires, la ressource humaine, et un président, un vice-président. Donc cette architecture a été pensée pour rendre l'instrument exécutif plus performant et plus dynamique pour résoudre les problèmes de la communauté en tenant compte des évolutions du contexte actuel. La deuxième chose qui change fondamentalement, c'est l'insertion du mécanisme de paix et de sécurité dans l'architecture institutionnelle de la communauté. Historiquement, à la création de la CEAC, il n'y avait pas dans son traité originel la coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité, la coopération dans le domaine de l'intégration politique. Et donc aujourd'hui, l'instrument qui a été créé dans le cours de l'histoire de manière séparée du traité originel a été intégré
dans le traité. Un moment fort du sommet de décembre dernier à Libreville, À Libreville, au Gabon. Donc, le Conseil de paix et de sécurité, c'est comme ça qu'on l'appelle, le COPAX, a été intégré dans le traité de la CEAC et dans l'institution, la structure institutionnelle de l'organisation. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la CEAC sera plus active sur le terrain ou pourra prendre les décisions d'elle-même, c'est-à-dire quand on voit les crises qui prévalent au niveau de l'Afrique centrale? Mais jusque-là, la CEAC prenait des décisions. Sauf qu'aujourd'hui, le mécanisme qui est mis en place avec l'insertion du COPAX dans la structure institutionnelle de la CEAC va accélérer, va rendre plus rapide les mécanismes de prise de décision, pour la simple raison que le Conseil de paix et de sécurité a acquis, par la révision des textes, la possibilité de prendre des décisions de manière égale à tous les niveaux, au niveau des ambassadeurs, au niveau des ministres, au niveau des chefs d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une crise survient et qu'on ne peut pas réunir en urgence les chefs d'État, les ambassadeurs des États membres accrédités ici, qui sont réunis au sein du conseil, du comité des ambassadeurs, prennent une décision, elle a une valeur égale à celle des chefs d'État. Donc, vous voyez que on n'attendra plus forcément le sommet des chefs d'État se réunissent pour prendre une décision qui est une force obligatoire auprès des États membres, au même titre que la décision qui est prise pendant un sommet des chefs d'État. Et donc, la réforme a donc rendu un peu plus fluide le mécanisme de prise de décision sur les questions de paix et de sécurité, en plus de la cohérence institutionnelle que cela a généré. Mais alors, quel sera le rôle de la commission, des commissaires qui ont été nommés lors du dernier sommet? Et d'ailleurs, on a écouté quelques grincements de dents du côté de Libreville au Gabon, vu que le Gabon, qui était la présidence sortante de l'institution, n'a pas eu de commissaire, mais garde tout de même le siège. Oui, le Gabon garde le siège, c'est déjà un atout exceptionnel d'être l'état de siège d'une institution communautaire. C'est en quelque sorte la capitale de la communauté. Donc, c'est un avantage de taille. Maintenant, quel est le rôle des commissaires? Les commissaires sont des chefs de département. D'accord. Et donc, ils sont la cheville ouvrière du déploiement de l'agenda d'intégration régionale au sein de la communauté. Et aujourd'hui, il y a 5 départements opérationnels qui ont été mis en place avec la révision institutionnelle. Il y a un département qui sera en charge des questions de paix et de sécurité. C'est un des domaines prioritaires de la communauté qui s'explique par la situation sécuritaire qu'on connaît au sein de la sous-région. Il y a un département qui sera en charge du marché commun, des affaires économiques au sein de la communauté. Et ce département qui aura la responsabilité de la mise en œuvre de la zone de libre-échange au sein de la communauté, la zone de libre-échange continentale, le déploiement de l'union douanière, l'harmonisation des politiques économiques au sein de la communauté, le travail de prévision économique, de la surveillance des mesures de convergence macroéconomique, le cas échéant, parce que nous n'en sommes pas encore au sein de la CEAC à ce stade-là, et nous allons y arriver certainement. Et donc, ce département aura fort à faire. Il y aura un département qui est en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Et il y a un département qui sera également en charge de l'environnement et de l'agriculture et un département qui sera en charge de la promotion du genre et des affaires sociales. Donc on a 5 départements opérationnels qui sont des chevilles ouvrières pour le déploiement de l'agenda global de l'intégration régionale au sein de la communauté. Donc ces départements sont pilotés par les commissaires qui en sont les chefs. Et sous eux, ils auront des équipes constituées de directeurs, de chefs de service et d'experts. Mais alors, pour parler par exemple du marché commun, on remarque au niveau de la CEAC, et vous l'avez relevé, même si c'était de façon insignificative quand même un peu dans vos propos, le marché a du mal à prendre au niveau de la CEAC, le marché sous-régional, j'entends. Qu'est-ce qui fera qu'avec cette réforme de l'institution CEAC, ce marché-là puisse être boosté, on puisse, au niveau du Gabon, moi gabonaise, aller importer ou exporter, j'entends mes produits au niveau du Burundi par exemple, et vice-versa? Bien, écoutez, est-ce que la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que le cadre mis en place par la communauté n'est pas pertinent que le marché commun ne marche pas? Non, je ne pense pas. Pour qu'il y ait, qu'on ressente sur la base de certains indicateurs la performance du marché commun, il ne suffit pas seulement que les instruments d'intégration commerciale soient mis en place. Parce que si on ne s'en tient qu'à l'existence des instruments,
ils sont là, ils existent. Hein. Tous les instruments de la zone de libre-échange sont en place. Oui. Il y a un tarif préférentiel qui existe, adopté par les États. Il y a des règles d'origine qui sont adoptées par les États. L'instrument réglementaire est en place. Mais qu'est-ce qui bloque, docteur Il y a un certain nombre d'éléments. Premièrement, il y a un déficit d'infrastructures pour faciliter la fluidité du commerce. Pour acheminer les marchandises, il faut qu'il y ait l'infrastructure qui facilite l'acheminement. La deuxième chose, et elle est très importante, c'est que l'offre en termes de marchandises est insuffisante. On ne produit pas assez. Pour vendre, il faut produire. Qu'est-ce qu'on produit? En dehors des produits agricoles et des matières premières, qui sont orientés vers un marché qui est autre que le marché de la communauté. Donc il faudrait davantage diversifier les économies. Il faut diversifier les économies, produire ce dont on a besoin et consommer ce que nous produisons. Ça, c'est autre chose. La culture de consommation qui est la nôtre n'est pas orientée sur notre production locale. Ouais. Il faut que nous consommions ce que nous produisons. Et en plus, il faut qu'on forme les gens à participer à la production. Notre système éducatif forme des personnes destinées à l'administration, pas à l'entrepreneuriat et à la production. Donc il y a un ensemble d'autres politiques qu'il faut mettre en place pour accompagner la politique réglementaire qui encadre le marché commun afin que celui-ci soit performant. Et alors, on verra dans 3-4 ans les indicateurs bouger vers le haut. Est-ce que ce sont ces points-là qui ont permis, par exemple, aux zones comme l'Afrique de l'Ouest de pouvoir émerger d'une certaine façon comparativement à l'Afrique centrale? Ben maintenant, regardons la structure des économies des deux régions. On verra la différence. Vous avez le Nigeria qui est une économie en pleine expansion, avec un secteur industriel qui est en pleine explosion, l'industrie automobile qui prend du poids et prend l'ampleur, d'autres secteurs industriels qui sont en pleine progression. Vous avez le Ghana, vous avez la Côte d'Ivoire, qui sont des économies qui font un sérieux effort de diversification. On ne dit pas que chez nous, on ne fait pas des efforts, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à cela. Et on observe un début, on observe des pas qui sont en train d'être faits au sein de la communauté, mais espérons que les contraintes que la communauté connaît, que les États connaissent, les contraintes sécuritaires et d'autres contraintes vont être levées et pour permettre à ce que l'industrie puisse se déployer, que l'industrialisation se déploie et que la circulation des marchandises puisse être facilitée et fluidifiée. Et l'une des contraintes, Dr Kocho, c'est certainement celle liée à la monnaie. Parce qu'on l'a vu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'UEMOA ont décidé d'avoir l'ECO pour monnaie commune et quitter du franc CFA. Est-ce qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale, le débat est déjà posé? D'ailleurs, qu'en est-il de la rationalisation des communautés sous-régionales, CEMAC, CEAC? Écoutez, vous avez posé deux questions importantes. Premièrement, la question de la politique monétaire au niveau communautaire. On sait qu'au sein de notre espace communautaire, on a 6 monnaies qui sont en opération. Il y a d'un côté le franc CFA, qui est la monnaie qui réunit 6 États membres qui sont également les membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. On a la RDC qui a le franc congolais, on a le Kwanza en Angola, il y a le franc Bou au Burundi, il y a le franc rwandais au Rwanda, et on a à Sao Tomé, j'oublie le nom de la monnaie. Il y a aussi une monnaie spéciale propre à Sao Tomé. Maintenant, est-ce que l'existence, la coexistence d'un ensemble de politiques monétaires différentes au sein de la communauté est une contrainte? Oui, elle peut être une contrainte pour le commerce, pour la simple raison que dans cet ensemble d'instruments monétaires qui existent ne sont pas au jour d'aujourd'hui dans une logique de fonctionnement en coopération dans le cadre d'intégration. Par exemple, il n'y a pas un accord de convertibilité entre les différentes monnaies au sein de la communauté. Du coup, pour commercer, les opérateurs qui veulent vendre une marchandise d'un pays à l'autre sont obligés de passer par l'euro ou le dollar avant de revenir sur le marché, sur la monnaie de l'autre pays. Cela est expliqué en des termes très simples, c'est des mécanismes qui sont un peu complexes, mais qui sont expliqués en des termes très simples. Et donc, une des choses sur lesquelles nous avons été instruits de travailler, c'est de mettre en place
au moins, ça c'est le minimum, un mécanisme de convertibilité monétaire au sein de la communauté. Est-ce qu'il y a une deadline pour ce mécanisme-là? Nous n'avons pas une deadline, mais nous avons été instruits par nos chefs de mener des études pour y arriver. Et c'est un chantier que nous pensons que la commission qui est en train de se mettre en place va prendre à bras le corps et arriver à très brève échéance à proposer aux instances statutaires de la communauté des solutions, des pistes de solutions pour y arriver. La deuxième question que vous avez posée, c'est la question de la rationalisation des communautés économiques régionales. Parce qu'on se pose la question au niveau des différentes capitales de la CEAC, pourquoi avoir deux communautés qui parfois se retrouvent dans des projets intégrateurs qui sont à peu près les mêmes? C'est un choix, entre guillemets, qui est la conséquence du cheminement historique de la communauté. Ouais. Et les chefs d'État ont, à partir de l'Union africaine, pris la résolution de résoudre ces problèmes qui existent au sein de différentes communautés économiques au sein du continent. Ce n'est pas une spécificité de l'Afrique centrale. Bien sûr, puisqu'on a la CEDEAO et l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, par exemple. À l'Est, on a le COMESA, la SADC, comment on appelle la première union douanière, d'ailleurs, la SACU. Voilà. On a aussi la SACU qui existe au sein de la SADC. Donc, cette question de la coexistence de multiples communautés économiques régionales dans les espaces géographiques est une question continentale. C'est un problème continental. Et les chefs d'État ont donc décidé d'y apporter une solution au sein de la conférence de l'Union africaine. Et c'est donc en traduisant cette orientation continentale au sein de la sous-région que, en 2007, la conférence des chefs d'État de la CEAC a instruit le lancement du processus de rationalisation de la CEAC, de la CEMAC et de la CEPGL, en tout cas de ce qui existe comme communauté économique au sein de l'espace régional. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement, docteur? Est-ce qu'une communauté va absorber une autre? C'est un choix politique qu'il faut faire. C'est un choix. Il y a plusieurs options qui sont sur la table. Une étude est en cours sur le rapprochement des cadres institutionnels. Depuis 2007. Une étude est en cours. Une étude est en cours et elle a déjà produit un premier draft de son rapport qui a été présenté en 2017 à la 4e réunion du comité de pilotage ministériel, qui a trouvé qu'il y avait encore des choses à faire et a demandé au secrétariat technique qui conduit ce processus de rationalisation de peaufiner l'étude et de lui faire une présentation ultérieurement et de lui en faire une présentation ultérieurement. Et donc, cette étude a proposé plusieurs scénarios pour le rapprochement des cadres institutionnels. Et il va revenir aux instances politiques de la communauté de prendre la décision appropriée. Mais l'absorption des autres communautés par une communauté est un des scénarios. La création d'une communauté nouvelle est un autre scénario. Donc, il y a plusieurs options qui sont sur la table et il reviendra aux politiques de décider. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr. Maintenant, la question que se posent les citoyens ordinaire que vous avez relayé ici, à savoir pourquoi doit coexister, ça pose effectivement des problèmes parce que ça coûte de l'argent. Entretenir une communauté économique régionale coûte de l'argent et la communauté est financée par les contributions des États membres, majoritairement en principe. Et donc, les États sont obligés de payer des contributions à la CEMAC, de payer des contributions à la CEPGL, et de payer des contributions à la CEAC, et de payer des contributions au CGG, à la CGG, à la conférence. Et ça fait trop pour les budgets des États qui sont aujourd'hui en crise et qui sont sollicités sur des chantiers intérieurs qui sont nombreux. Et donc, la décision de rationaliser vise aussi à réduire le coût du processus d'intégration pour les États membres, en plus de rendre plus performant le processus, parce que la multiplication, le doublon ont des implications sur la performance, sur l'engagement des États, et puis la question de la cohérence de la dynamique. C'est surtout cela. C'est la question de la cohérence de la dynamique. Dans un contexte où il y a une accélération au niveau continental du processus d'intégration. On a besoin d'avoir de la visibilité, de la cohérence dans notre intervention en tant qu'espace régional quand on va dans la dynamique continentale. Et donc tout cela est de nature à encourager les États, il me semble, et on sent la volonté à accélérer ce processus qui d'ailleurs devrait, à une échéance, à être fixé, à aboutir. Avant de revenir, de continuer dans cet échange, Dr Kocho, je vous propose de revenir sur l'une des recommandations fortes du sommet des chefs d'État du 30 juillet dernier. On regarde, on se retrouve juste derrière.
Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a été désigné nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. 4 allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Avant que le président en exercice de la CEAC, le président Ali Bongo Ondimba, ne déclare ouverte la session, le secrétaire général sortant, l'ambassadeur Ahmed Alami, le représentant du secrétariat général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine ont d'abord pris la parole. Dans leurs différentes interventions, ils ont apprécié l'initiative prise depuis le 25 mai 2015 à Djamena pour la réforme institutionnelle et organisationnelle de la dite communauté. En tant que nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso aura la lourde mission d'impulser une nouvelle gouvernance à l'organisation dans le but d'en faire une communauté économique régionale forte avec un exécutif architectural rénové, avec l'accélération du processus de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. L'enjeu étant l'intégration régionale, économique, politique et sociale des dites institutions dans un cadre juridique et institutionnel harmonisé. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville prend la présidence de la commission en remplacement du Gabonais Ali Bongo Ondimba. La Tchadienne Tachou Belop Francisca a quant à elle été désignée vice-président de la commission de la CEAC. Alors, docteur Jacob Kotcho, nous sommes là dans la réforme qui est en marche au niveau de la communauté économique des États d'Afrique centrale. On l'a écouté dans cet élément de Modeste comme de notre rédaction, un exécutif rénové, la rationalisation des communautés, en tout cas toutes les réformes qui ont été prises lors de ce dernier sommet des chefs d'État. Mais on aimerait savoir quand même une question qui taraude encore l'esprit des populations après la pandémie de Covid-19. Comment la CEAC compte-t-elle s'organiser en pleine réforme ? Est-ce que la pandémie aura contribué à freiner également la réforme ? Évidemment que la pandémie a eu une implication sur la marche du processus d'intégration parce que face à cette situation, il y a eu une espèce de détournement de priorité. Ouais. La communauté s'est mobilisée auprès des États membres pour aider à la lutte contre le virus. Et cela a mis un coup de frein à un certain nombre d'agendas d'intégration régionale. Mais fort heureusement, avec la mobilisation de tous, et en cela il faut féliciter fortement les administrations publiques de la santé au sein des États, la mobilisation extraordinaire qu'on a vue des services de santé civils et militaires et toutes les parties prenantes pour le travail qui a été abattu au sein de la communauté et dont le résultat a été que la communauté a été très moins fortement touchée que d'autres parties du monde, tel qu'on l'observe. Juste un indicateur pour cela, l'Afrique centrale, bien qu'on ait atteint aujourd'hui le cap de 30 000 personnes plus de touchées, 30 000 personnes touchées au sein de la communauté, on a à peine 1 millier de personnes décédées, ce qui fait un taux de létalité de 1,9%, ce qui est extrêmement bas par rapport à d'autres pandémies qui sévissent au sein de la communauté. Donc, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait et on doit s'en féliciter. Maintenant qu'on tend vers une parfaite maîtrise de la situation, il va falloir qu'on reprenne la marche dans l'agenda d'intégration en lui-même. Et heureusement que pendant que la lutte contre la pandémie avait cours, les TIC aidant, on a pu avancer avec le sommet qui se tenait par visioconférence. Quelques indications pour mesurer l'ampleur du travail qui a été fait. En 2 mois, il y a eu 4 sessions extraordinaires du Conseil des ministres. Quand même. 4 sessions extraordinaires du Conseil des ministres. 2 réunions des ministres sectoriels qui se sont tenues. Et chacune de ces réunions précédée par une réunion d'experts. Vous voyez la masse, la charge de travail qui a pu être déployée en très peu de temps à l'aide des technologies de l'information, de la communication pour pouvoir permettre que la pandémie ne bloque pas
l'avancement du travail de la réforme, processus de la réforme. La réforme institutionnelle. Et fort heureusement, elle a pu aboutir. Et donc, au sortir de la crise sanitaire, il y a de nombreux chantiers qui nous attendent. Quelques-uns ont été listés par votre collègue dans son élément tout à l'heure. Les plus urgents, les plus urgents, c'est mettre en œuvre le marché commun. Ça, c'est une priorité. Continuer à assister les États dans le maintien de la paix et de la sécurité. Accompagner les États dans les processus politiques. Cela, c'est des chantiers qui sont des chantiers extrêmement importants et extrêmement urgents sur lesquels la Commission devra tout de suite se pencher parce que les défis sont là. Il y a plusieurs de nos pays qui sont en période électorale. Il faut les accompagner pour la gestion des processus électoraux, préparer les élections, les suivre, gérer la période post-électorale. La période électorale et post-électorale. Et ça, c'est des agendas extrêmement importants pour la communauté. Nous avons notre zone de libre-échange qu'il faut opérationnaliser. Nous devons accompagner les États à mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Nous devons passer au stade suivant de l'intégration économique qui est l'union douanière. Il y a des travaux importants qui ont déjà été faits. Ils doivent être consacrés et formalisés. Il y a énormément de chantiers à mettre en route. Nos collègues de l'intégration sociale ont également impulsé un ensemble de chantiers. Le sommet ordinaire qui s'est tenu a approuvé la stratégie régionale de genre. Il va falloir déployer le plan d'action et le mettre en œuvre. Au niveau de la communauté. Il y a la question de l'infrastructure qu'on a cité. Les questions d'environnement également, d'aménagement des territoires. C'est des questions essentielles. La communauté est un des poumons de la planète, le deuxième poumon vert. Avec le bassin du Congo. Avec le bassin du Congo. Et les infrastructures d'interconnexion des capitales. Surtout Brazzaville-Kinshasa, le pont sur le Congo. Sur le fleuve Congo. Il y a d'autres projets similaires qui sont en cours, en chantier. Il va falloir se déployer, mobiliser les financements, accompagner les États dans la réalisation des infrastructures. Merci beaucoup, Dr Kocho. Et donc, les regards sont fixés sur la communauté économique des États d'Afrique centrale pour la mise en œuvre, l'efficacité et l'efficience de cette réforme de la CEAC. Merci encore d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.